Chapitre 3. La quête. L'art est la magie traditionnelle des membres de la famille royale des loin-voyants. C'est dans la lignée royale qu'il paraît le plus puissant, mais il n'est pas rare de le rencontrer plus faible, chez de lointains parents des loin-voyants ou chez des individus qui descendent à la fois d'ancêtres outriliens et des Sidduchés. C'est une magie de l'esprit qui donne aux pratiquants le pouvoir de communiquer mentalement avec autrui à distance. Ses possibilités sont nombreuses. Dans son emploi le plus simple, elle permet de transmettre des messages, d'influencer des pensées des ennemis ou des amis, afin de les soumettre au but de l'utilisateur. Elle présente néanmoins deux inconvénients. Il faut une grande énergie pour la manier quotidiennement, et elle exerce sur ses usagers une attirance qu'on a décrite à tort comme un plaisir. Il s'agit plutôt d'une euphorie dont la force augmente en proportion avec la puissance et la durée d'utilisation de l'art. Elle peut mener le pratiquant à une dépendance à l'art, laquelle finit par détruire en lui toute vigueur mentale et physique, et le réduit à l'état de grand nourrisson impuissant, la bave aux lèvres. Ulrich partit le lendemain matin. À mon réveil, il était déjà debout, vêtu, occupé à faire son pactage. Cela ne lui prit guère de temps. Il emballa ses effets personnels, mais me laissa la plus grande part de nos provisions. Nous n'avions pas bu la veille au soir. Pourtant, nous parlions aussi doucement et nous déplacions avec autant de précaution que si nous avions la tête dans l'étau du matin. Nous nous entretenions avec la plus grande déférence, jusqu'au moment où cette situation me parut pire que si nous ne nous adressions pas la parole. J'avais envie de faire des excuses, de supplier Burich de reconsidérer sa décision, de faire quelque chose, n'importe quoi, pour empêcher notre amitié de s'achever ainsi. En même temps, je souhaitais qu'il soit déjà parti, que tout soit fini, que nous soyons déjà demain, qu'un nouveau jour se lève sur moi seul. Je m'accrochais à ma résolution comme à la lame aiguisée d'un couteau. Et je pense que Burich devait avoir un sentiment semblable, car il s'immobilisait parfois et me regardait comme s'il s'apprêtait à parler. Nos regards se croisaient alors, puis l'un de nous détournait les yeux au bout d'un moment. Trop d'émotions inexprimées flottaient entre nous. En un temps affreusement court, il fut prêt à partir. Il mit son sac à l'épaule et saisit un bâton derrière la porte. Je le regardais en songeant combien le spectacle était curieux. Burich, le cavalier, s'en allant à pied. Le soleil du début de l'été, qui se déversait par la porte ouverte, me montrait un homme à la fin de l'âge mûr, et la mèche blanche qui trahissait sa cicatrice à la tête annonçait le gris déjà naissant dans sa barbe. Il était vigoureux, en très bonne forme, mais sa jeunesse était indiscutablement derrière lui. Il avait passé la fleur de son âge à s'occuper de moi. Eh bien, dit-il d'un ton bourru. Adieu, Fitz, et bonne chance. Bonne chance à toi aussi, Burich. Je traversai rapidement la pièce et le serrai contre moi, avant qu'il puisse reculer. Il me rendit mon étreinte au risque de me rompre les côtes, puis repoussa les cheveux de mon visage. Pas de peigner, tu as l'air d'un sauvageon. Il réussit presque à sourire, se détourna et s'en alla à grands pas. Je le regardais s'éloigner. Je pensais qu'il ne jetterait pas un coup d'œil en arrière, mais, arrivé à l'autre bout de la pâture, il se retourna et leva la main. Je levai la mienne, puis il disparut, avalé par la forêt. Je restai un moment assis sur le seuil, les yeux fixés sur le dernier endroit où je l'avais vu. Si je m'en tenais à mon plan, des années pouvaient s'écouler avant que je le rencontre à nouveau. Si je le rencontrais jamais. Depuis que j'avais 6 ans, il avait toujours fait partie de mon existence. J'avais toujours pu compter sur sa force, même quand je n'en voulais pas. À présent, il n'était plus là, comme Imbre, comme Molly, comme vérité, comme patience. Je repensais à ce que je lui avais dit la veille, et je fus pris d'un frisson de honte. C'était nécessaire, me dis-je fermement. Je voulais le chasser de ma vie, mais les mots avaient débordé de moi, surgi d'anciennes rancœurs qui suppuraient au fond de moi depuis longtemps. Je n'avais pas prévu d'en dire tant. Je souhaitais l'éloigner de moi, pas l'entailler jusqu'à l'os. Comme Molly, il partait en emportant les doutes que j'avais martelés en lui. Et, en saccageant l'orgueil de Burich, j'avais détruit le peu de respect qu'Imbre me portait encore. Sans doute, quelque partie puérile de moi-même espérait-elle qu'un jour je les retrouverais tous deux, qu'un jour
nous vivrions à nouveau en commun. Je savais désormais que c'était impossible. C'est fini, me dis-je tout bas. Cette existence-là est finie. Renons-y. J'étais libre d'eux, à présent, libre des limites qu'ils m'imposaient, libre de leur conception de l'honneur et du devoir, libre de leurs attentes. Plus jamais je ne serais forcé de soutenir le regard de l'un ou de l'autre et de lui rendre des comptes sur mes gestes. Libre d'accomplir le seul acte que j'avais encore l'envie ou le courage de commettre. Le seul acte qui me permettrait de jeter mon ancienne existence aux oubliettes. Tuer Royal. Ce n'était que justice. Il m'avait tué le premier. Le spectre de la promesse que j'avais faite au roi subtil de ne jamais faire de mal à l'un des siens se dressa brièvement pour me hanter. Je l'apaisais en songeant que Royal avait tué l'homme qui avait fait cette promesse, ainsi que celui à qui je l'avais faite. Ce Fitz-là n'existait plus. Je ne me présenterai plus jamais devant le vieux roi subtil pour lui rendre compte d'une mission. Je ne prêterai plus jamais ma force à vérité. Dame Patience ne me harcelerait plus d'une dizaine de commissions de la plus haute importance pour elle. Elle pleurait ma mort. Et Molly? Les yeux me piquèrent alors que je mesurais ma peine. Elle m'avait quitté avant que Royal me tût, mais de cette perte aussi je la tenais responsable. S'il ne me restait rien d'autre dans cette coquille de vie qu'Imbre et Burich m'avaient rendu, j'aurais au moins ma vengeance. Je me jurais que Royal me regarderait en mourant, et qu'il saurait que je l'avais assassiné. Pas question de meurtre discret, d'entreprise furtive, ni de poison anonyme. Je donnerais moi-même la mort à Royal, et je souhaitais le frapper telle une flèche unique, tel un poignard lancé, toucher ma cible en plein, sans être gêné par les craintes de ceux qui m'entouraient. Si j'échouais, ma foi, j'étais déjà mort, à tout ce qui me donnait goût à la vie, et ma tentative n'aurait fait de mal à personne. Si je mourais en tuant Royal, cela en vaudrait encore la peine. Ma vie ne m'importait que jusqu'au moment où j'aurais pris celle de Royal. Ce qui se passerait ensuite était sans intérêt. Œil de nuit s'éveilla, dérangé par quelques ombres de mes pensées. As-tu songé à ce que je ressentirais si tu mourrais me demanda-t-il. Je fermai les yeux un instant. J'y avais songé. Que ressentirions-nous si je vivais comme une proie? Œil de nuit comprit. Nous sommes chasseurs. Nous ne sommes nés ni l'un ni l'autre pour être proie. Je ne puis être chasseur si je m'attends toujours à devenir proie. Je dois donc le chasser avant qu'il puisse me chasser. Il acceptait mes plans avec trop de calme. Je m'efforçais de lui faire comprendre ce que je comptais faire. Je ne voulais pas le voir me suivre aveuglement. Je vais tuer Royal ainsi que son clan. Je vais tous les tuer à cause de ce qu'ils m'ont fait et de tout ce qu'ils m'ont enlevé. Royal? C'est de la viande que nous ne pouvons pas manger. Je ne comprends pas la chasse des hommes. Je pris mon image de Royal et la combinai à celle qu'il conservait du marchand d'animaux qui l'avait mis en cage, et frappé avec un gourdin cerclé de bronze quand il était petit. Œil de nuit réfléchit. Une fois que je lui ai échappé, j'ai eu le bon sens de ne plus m'approcher de lui. Attaquer l'autre est aussi avisé que chasser un porc-épic. Je ne peux pas faire autrement, Œil de nuit. Je comprends. Je suis pareil avec les porc-épics. Et voilà. Il percevait ma vendetta contre Royal comme équivalent à sa faiblesse pour les porc-épics. Du coup, j'acceptais les buts que je m'étais fixés avec moins d'équanimité. Me les étant assignés, je n'imaginais de m'en détourner pour rien au monde. Mais mes paroles de la veille vinrent me faire reproche. Que devenaient les beaux discours que j'avais tenus à Burich sur une existence que je prétendais vivre pour moi-même? Je ne pus que biaiser. Je m'attellerais à cet idéal si j'étais encore vivant, après avoir refermé les derniers volets de mon ancienne vie. Non que je n'eusse pas envie de m'élancer dans la liberté, mais je ne pouvais supporter l'idée que Royal croie m'avoir vaincu et qu'il ait usurpé le trône de vérité. C'était un désir de vengeance, purement et simplement, me répétais-je. Si je voulais mettre une croix définitive sur la peur et la honte, je devais en passer par là. Tu peux venir maintenant, fis-je. Quand en aurais-je envie? Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir qu'Œil de nuit s'était approché de la cabane. Il s'assit près de moi et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Quoi? À remplir ta tanière de puanteur pareille?
Pas étonnant que ton nez marche si mal. Il pénétra précautionneusement dans la cabane et se mit à en faire le tour. Assis sur le seuil, je l'observais. Il y avait longtemps que je ne le considérais plus autrement que comme une extension de moi-même. Il avait atteint sa taille adulte et le sommet de sa force. Un autre aurait dit qu'il était gris. Pour moi, il arborait toutes les teintes que pouvait prendre la robe d'un loup. Sombre des yeux et du museau, chamois à la base des oreilles, de la gorge, noir du jarre qui pointait de son pelage, surtout aux épaules et au plat de la croupe. Il avait de très larges pattes, qui s'élargissaient encore quand il courait sur la neige durcie. Sa queue était plus expressive que le visage de bien des femmes, et il était doté d'une dentition et de mâchoires capables de briser un fémur de daim. Il se déplaçait avec l'économie de puissance qui est la marque des animaux en parfaite santé, et le simple fait de le regarder me mettait du baume au cœur. Quand il eut satisfait sa curiosité, il revint s'asseoir près de moi. Au bout d'un moment, il s'étendit au soleil et ferma les yeux. Tu montes la garde? Je veille sur toi, assurai-je. J'avais parlé tout haut, et ses oreilles tressaillirent, puis il se laissa sombrer dans une somnolence gorgée de soleil. Je me levai sans bruit et entrai dans la hutte. Il me fallut très peu de temps pour dresser l'inventaire de mes possessions. 2 couvertures, un manteau, des vêtements de rechange, quelques affaires en laine, mal adaptées à l'été, une brosse, un couteau et une pierre à aiguiser, du silex pour le feu, une fronde, plusieurs petites peaux nettoyées, du fil fait avec des tendons, un coup de poing, le miroir de Buriche, une petite casserole et des cuillères, taillées dans le bois par Buriche tout récemment. Il y avait aussi un petit sac de farine de seigle et un autre de farine de blé, un reste de miel et la bouteille de vin de sureau. Cela ne faisait guère pour me lancer dans mon entreprise. Le voyage serait long jusqu'à Gué de Négoce, et il fallait que j'y survive avant de songer à passer outre les gardes et les membres du clan pour tuer Royal. Je réfléchis soigneusement. Ce n'était pas encore le plein été. Il me restait du temps pour ramasser des plantes et les faire sécher, fumer du poisson et de la viande afin de me constituer des rations de voyage. Je ne tenais pas à tomber d'inanition sur la route. Pour le moment, je disposais de vêtements et autres fournitures essentielles, mais je finirais par avoir besoin d'argent. J'avais affirmé à Imbre et Buriche que je pourrais me débrouiller grâce à mes talents de scribe et mon don pour les animaux. Peut-être ces compétences me mèneraient-elles jusqu'à Gué de Négoce. Ma tâche aurait peut-être été plus facile si j'étais demeuré fils de chevalerie. Je connaissais un batelier qui exerçait son métier sur le fleuve, et j'aurais pu travailler à son bord pour payer mon transport jusqu'à Gué de Négoce. Mais ce fils de chevalerie-là était mort, et je me voyais mal aller chercher du travail sur les quais, ou même les visiter. Je risquais d'être trop reconnu. Je levai la main vers mon visage en me remémorant ce que m'avait révélé le miroir du Buriche. Une mèche de cheveux blancs qui rappelait l'endroit où les soldats de Royal m'avaient ouvert le cuir chevelu. Je palpais la nouvelle conformation de mon nez. Il y avait aussi une fine cicatrice qui courait le long de ma joue droite, sous l'œil, là où le point de Royal m'avait fendu la peau. Nul n'avait le souvenir d'un fils porteur de ces marques. Je me laisserais pousser la barbe et, en me rasant le crâne au-dessus du front, à la mode des scribes, le changement serait peut-être suffisant pour ne pas retenir les regards inattentifs. Je n'avais pas de monture, et je n'avais jamais parcouru de distance aussi longue à pied. Pourquoi ne pas rester simplement ici? Demanda Œil de Nuit à demi assoupi. Il y a du poisson dans le ruisseau, du gibier dans les bois derrière la cabane. Que demander de plus? Pourquoi nous en aller? Je dois partir. Je dois faire ce que j'ai décidé pour redevenir un homme. Crois-vous vraiment vouloir redevenir un homme? Je perçus son incrédulité, mais aussi son acceptation de ma volonté d'essayer. Il s'étira paresseusement sans se lever, en écartant les doigts des pattes. Où allons-nous? À Gué de Négoce, chez Royal. C'est un long voyage en amont du fleuve. Il y a des loups là-bas? Pas dans la ville proprement dite, sûrement. Mais il y a des loups en Bauge, oui. En cerf aussi. Il en reste, mais pas par ici. Sauf nous deux, fit-il avant d'ajouter. J'aimerais bien trouver des loups là où nous allons. Là-dessus, il roula sur le flanc et se rendormit. C'était cela aussi être un loup, me dis-je.
Il ne se poserait pas davantage de questions avant le départ, et, à ce moment-là, il me suivrait, tout simplement, en se fiant à nos capacités pour survivre. Mais je m'étais trop rapproché de l'humain pour agir comme lui. J'entrepris de réunir des provisions pour le lendemain. Malgré les protestations de nuit, je me mis à chasser davantage de gibier que nous n'avions besoin pour chaque jour. Et quand la chasse était bonne, je l'empêchais de se goinfrer pour récupérer et fumer une partie de la viande. Grâce aux sempiternelles séances de réparation de harnais auxquelles m'avait soumis Burich, le travail du cuir m'était devenu assez familier pour que je puisse me fabriquer une paire de bottes souples pour l'été. Quant à mes vieilles bottes, je les graissais soigneusement et les mis de côté pour l'hiver. Pendant la journée, tandis qu'œil de nuit somnolait au soleil, je ramassais des simples. Certains étaient des plantes médicinales communes que je souhaitais avoir sous la main, écorce de saule pour la fièvre, racines de framboisier pour la toux, plantain pour l'infection, ortie pour la congestion, et j'en passe. D'autres avaient des vertus moins salubres, et je remplis un petit coffre en cèdre que je fabriquais à cet effet. Je réunis et stockais les poisons comme Imbre me l'avait enseigné. Ciguë vireuse, amanite phalloïde, belladone, sucre de baie de sureau, rénoncule acre et crève-cœur. Je choisis du mieux possible, cherchant ceux qui n'avaient ni goût ni odeur, et ceux que l'on pouvait réduire en fine poudre ou diluer en liquide limpide. Je fis aussi provision d'écorce elfique, le puissant stimulant dont se servait Imbre pour aider Vérité à survivre à ses séances d'art. Royal serait entouré de son clan qui le protégerait. De tous ses membres, c'était Guillot que je craignais le plus. Mais il ne fallait pas sous-estimer les autres. Quand je les avais connus, Ronce était un grand adolescent costaud, et Carotte jouait les élégants auprès des filles. Mais cette époque était révolue depuis longtemps. J'ai vu ce que l'emploi de l'art avait fait de Guillot. Quant à Carotte et Ronce, il y avait belle lurette que je n'avais plus de contact mental avec eux, et je me gardais donc bien d'émettre la moindre supposition à leur sujet. Ils étaient tous formés à l'art, et, bien que mon talent parût autrefois plus puissant que le leur, je savais d'amère expérience qu'ils connaissaient des moyens d'utiliser l'art que même Vérité ne comprenait pas. S'ils m'attaquaient mentalement, et si j'y survivais, l'écorce elfique me serait nécessaire pour me remettre. Je fabriquais une seconde boîte, assez grande, pour contenir mon coffret à poison, mais autrement conçue comme une mallette à nécessaire d'écriture, afin de me donner l'air d'un scribe itinérant au cas où je rencontrerais une ancienne connaissance. Je me procurais des plumes auprès d'une oie qui me surprit en train de couver. J'étais capable de préparer certaines poudres pour les pigments et, avec des os creux, je fabriquais des tubes munis de bouchons pour les contenir. Œil de nuit me fournit, non sans rechigner, les poils pour les pinceaux larges, et j'essayais de fabriquer des pinceaux plus fins à l'aide de poils de lapin, mais avec un succès mitigé. C'était très décourageant. Les gens attendaient d'un scribe digne de ce nom qu'il possédât les encres, les pinceaux et les plumes nécessaires à son métier. Et je conclus à contre-cœur que Patience avait raison quand il disait que j'écrivais bien et que je ne pouvais prétendre être un scribe accompli. J'espérais que mes fournitures suffiraient pour les travaux dont on pourrait me charger sur la route de des négoces. Un jour vint où je sus que mon approvisionnement était plus que suffisant et qu'il me fallait me mettre en route sans tarder, afin de profiter de l'été pour voyager. J'aspirais ardemment à me venger, et pourtant je renâclais étrangement à quitter la cabane et mon existence présente. Aussi loin que je me souvinsse, c'était la première fois que je me réveillais parce que je n'avais plus sommeil, et que je mangeais quand j'en avais envie. Et je n'avais d'autre corvée que celle que je m'imposais à moi-même. Cela ne ferait sûrement de mal à personne si je prenais un peu de temps pour recouvrer ma santé. Les meurtrissures de l'époque où j'étais au cachot avaient disparu depuis longtemps, et seules des cicatrices signalaient encore les blessures que j'avais reçues. Mais je me sentais curieusement raide certains matins. Parfois, je ressentais un élancement de douleur en bondissant sur une proie ou en tournant la tête trop brusquement. Une chasse particulièrement éprouvante me laissait agité de tremblements et inquiet d'une possible crise. Je jugeais plus sage d'attendre d'être complètement remis avant de prendre la route. Nous nous attardâmes donc. Les journées étaient chaudes, la chasse fructueuse. Le temps passant, je fis la paix avec mon corps. Je n'étais plus le guerrier physiquement endurci de l'été précédent, mais j'étais capable de soutenir toute une nuit l'allure de mon loup. Quand je bondissais pour tuer, mes gestes étaient vifs et sûrs. Mon corps guérissait et je repoussais derrière moi les souffrances du passé. Leur faisant droit,
mais sans m'y vautrer. Les cauchemars qui me tourmentaient se détachaient de moi comme la fourrure d'hiver de nuit. Jamais je n'avais connu une existence aussi simple. J'étais enfin en paix avec moi-même. Mais nulle paix ne dure, et un rêve m'éveilla. Œil de nuit et moi, nous étions levés avant l'aube et avons tué une couple de lapins gras. La colline où nous nous trouvions était criblée de terriers, et la chasse avait bientôt dégénéré en embatifolage, où nous conditions de ci et de là faisant voler la terre. Le jour se levait quand nous avions interrompu notre partie. Nous nous étions couchés à l'ombre mouchetée d'un bosquet de bouleaux, le ventre plein, et nous étions endormis. Ce fut peut-être la lumière dansante du soleil sur mes paupières, closes qui me plongea dans le rêve. J'étais à Castelcerre, dans l'ancienne salle des gardes, étendue sur un pavage glacé, au milieu d'un cercle d'hommes, au regard dur. La pierre sous ma joue était visqueuse de sang, en train de coaguler. Et comme je haletais, la bouche ouverte, j'en percevais à la fois le goût et l'odeur. Tous les hommes s'avançaient vers moi, et plus seulement celui aux gants de cuir, sauf Guillot, l'invisible, le fuyant Guillot, qui se faufilait sans bruit derrière mes murailles pour s'insinuer dans mon esprit. Je vous en prie, attendez, s'il vous plaît, implorai-je. Arrêtez, je vous en prie. Vous n'avez rien à craindre de moi. Je ne suis qu'un loup, rien qu'un loup. Je ne suis pas dangereux pour vous. Je ne vous ferai pas de mal. Laissez-moi partir. Je ne suis rien pour vous. Ne vous gênerai plus jamais. Je ne suis qu'un loup. Je levai le museau vers le ciel et me mis à hurler. Mon propre hurlement qui me réveilla. Je roulais à plat ventre, me mis à quatre pattes, m'ébrouais et enfin me dressai. Ce n'est qu'un rêve, dis-je. Un simple rêve. Peur et honte déferlèrent sur moi et me laissèrent souiller. Dans mon cauchemar, j'avais imploré la pitié de mes bourreaux, au contraire de ce que j'avais fait en réalité. Je me répétais que je n'étais pas un lâche. Mais était-ce bien vrai? J'avais l'impression de sentir encore le goût et l'odeur du sang. Où vas-tu? Demanda Œil de Nuit d'un ton somnolent. Il était couché dans des ombres plus profondes et sa robe le dissimulait étonnamment bien. Au bord de l'eau. Je me rendis au ruisseau où je nettoyais mon visage, mes mains du sang des lapins, après quoi je bus longuement. Je me débarbouillai à nouveau en me passant les doigts dans la barbe pour la débarrasser du sang restant. Soudain, je ne pus plus supporter ses poils sur ma figure. De toute manière, là où j'allais, nul ne me reconnaîtrait. Je pris le chemin dans la cabane pour me raser. À la porte, l'odeur de moisi me fit froncer le nez. Œil de Nuit avait raison. Dormir sous un toit avait affaibli mon flair, et j'eus du mal à croire que j'eusse jamais habité là. J'entrai à contre-cœur en soufflant par le nez pour me débarrasser des relents d'hommes. Il avait plu quelques nuits plus tôt, et l'humidité s'était mise dans ma viande séchée dont une partie était gâtée. Je fis le tri des morceaux encore comestibles, le nez plissé devant les dégâts, certains dus aux asticots. Tout en vérifiant soigneusement le reste de mes provisions de viande, je ne cessais de repousser une impression insistante de malaise. Ce ne fut qu'après avoir récupéré mon couteau et dû en enlever une fine couche de rouille que je finis par accepter l'évidence. Il y avait des jours que je n'étais pas venu ici. Peut-être des semaines. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé. Je regardais la viande avariée, la poussière qui couvrait mes possessions éparpillées, puis je me touchais la barbe, effaré de l'ampleur qu'elle avait prise. Buriche et Imbre ne m'avaient pas quitté quelques jours plus tôt, mais plusieurs semaines. Je m'approchai de la porte. Les herbes hautes se dressaient là où des sentiers traversaient auparavant la prairie en direction du ruisseau et du point de pêche de Buriche. Les fleurs de printemps avaient depuis longtemps laissé la place aux baies vertes sur les buissons. J'examinais mes mains, la crasse incrustée dans la peau de mes poignets, le sang séché sous mes ongles. Autrefois, manger de la viande crue m'aurait dégoûté. À présent, l'idée de la faire cuire me paraissait étrange, exotique. Soudain, je me sentis renâclé, incapable de m'affronter. Plus tard, m'entendis-je plaider, demain, plus tard, va retrouver Œil de Nuit. Tu es troublé, petit frère? Oui. Avec un effort, j'ajoutai. Tu ne peux pas m'aider. Ce sont des ennuis d'homme. Je dois résoudre tout seul. Sois un loup, plutôt, me conseilla-t-il. Je n'avais plus la force d'acquiescer ni de refuser. Je laissai passer. Je baissai les yeux sur moi. Mes vêtements étaient encroûtés de terre et de sang, et mes chausses partaient en lambeaux en dessous de mes genoux. Avec un frisson d'horreur, je me remémorais les forgisés
et leurs habits dépenaillés. Qu'étais-je devenu? Je tirais sur le col de ma chemise, qui me détournait de ma propre puanteur. Les loups étaient plus propres que cela. Œil de nuit faisait sa toilette tous les jours. J'en fis tout haut la remarque, et le son rauque de ma voix ne fit qu'ajouter à mon désarroi. Dès que Burrich m'a quitté, je suis revenu à un état inférieur à celui de l'animal. Aucun sens du temps, aucune hygiène, aucun but, aucune conscience de rien à part manger et dormir. C'est là contre quoi il a toujours cherché à me mettre en garde. Je me suis conduit exactement comme il le craignait. Laborieusement, je fis du feu dans l'âtre. Je ramenai de l'eau du ruisseau en plusieurs voyages et en fis chauffer autant que je le pus. Les bergers avaient laissé une grosse marmite pour clarifier la graisse dans la cabane, et elle avait une contenance suffisante pour remplir à moitié un abreuvoir en bois à l'extérieur. Pendant que l'eau chauffait, je fis provision de saponaires et de prêles. Aussi loin que je remonte, je ne me rappelais pas jamais avoir été aussi sale. La rude prêle m'arracha des couches de peau avec la crasse avant que je fusse certain d'être propre. Et de nombreuses puces flottaient dans l'eau. Je découvris aussi une tuque sur ma nuque, et je m'en débarrassai en la brûlant avec un petit brandon. Une fois que j'eus les cheveux propres, je les démêlai, puis les rattachai en queue de cheval de guerrier. Je me rasai devant le miroir que Burrich m'avait laissé, et enfin examinai le visage que j'y vis, le front hâlé et menton pâle. Lorsque j'eus fait encore chauffer de l'eau, lessiver et taper les vêtements pour les nettoyer à fond, je commençai à comprendre le souci fanatique et constant de Burrich pour la propreté. La seule façon de sauver ce qui restait de mes chausses consistait à les faire un ourlet aux genoux. Mais il n'en subsistait malgré tout guère à porter. J'étendis ma frénésie de nettoyage à mes affaires de couchage, et à mes vêtements d'hiver, pour leur ôter leur odeur de moisi. Je découvris à cette occasion qu'une souris avait emprunté certaines parties à mon manteau pour se fabriquer un nid, et je le réparais du mieux possible. J'étais en train d'étaler des jambières mouillées sur un buisson quand j'aperçus Œil de Nuit qui m'observait. Tu sens à nouveau l'homme. Et c'est bien ou c'est mal? C'est mieux que sentir le gibier tué la semaine dernière, mais moins bien que sentir le loup. Il se dressa et s'étira en s'inclinant profondément devant moi, les doigts des pattes largement écartés sur le sol. Eh bien, tu veux donc bien être un homme? Mettons-nous en route bientôt? Oui, nous irons vers l'ouest en remontant la serre. Ah. Il éternua soudain, puis s'écroula sur le flanc sans crier gare, pour se rouler sur le dos dans la poussière comme un chiot. Il se tortilla joyeusement pour bien faire pénétrer la poussière dans son pelage. Il se redressa pour s'en débarrasser en s'ébrouant vigoureusement. Le voir accepter si facilement ma brusque décision me mettait un poids sur la conscience. Dans quoi l'entraînai-je? À la tombée de la nuit, tous les habits que je possédais et toutes mes couvertures étaient encore humides. J'avais envoyé Œil de Nuit chasser seul, mais je savais qu'il ne tarderait pas à revenir. La lune était pleine et le ciel clair. Le gibier devait abonder cette nuit. Je rentrai dans la hutte et fis un feu suffisant pour cuire des pains fabriqués avec ce qui restait de farine de seigle. Des charançons s'étaient mis dans la farine de blé et l'avaient gâté. Mieux valait manger le seigle tout de suite que le laisser perdre de la même manière. Ce pain tout simple, avec le miel granuleux qui demeurait au fond du pot, avait un goût merveilleux. Je savais que j'avais intérêt à élargir mon régime pour y inclure davantage que de la viande, et une poignée de légumes chaque jour. Je concoctai un thé inaccoutumé avec de la menthe sauvage et des têtes de pousses d'ortie, et lui aussi avait bon goût. J'allai chercher une couverture presque sèche pour l'étendre devant le feu, et je m'y allongeai, les yeux perdus dans les flammes à demi assoupis. Je tendis mon esprit vers Œil de Nuit, mais il dédaigna de me rejoindre, préférant s'occuper de sa dernière proie sur la terre molle, au pied d'un chêne à la lisière de la prairie. J'étais donc seul, et plus humain que je ne l'étais depuis des mois. Cela me faisait un effet un peu étrange, mais pas désagréable. Ce fut en roulant sur le ventre pour m'étirer que je remarquai le paquet sur la chaise. Je connaissais le contenu de la cabane par cœur, et cet objet ne s'y trouvait pas à mon dernier passage. Je m'en emparai et le reniflai, et y découvrais une vague odeur de Burrich mêlée à la mienne. L'instant d'après, je pris conscience de ce que je venais de faire et m'origénais. Je ferais mieux de commencer tout de suite à me conduire comme si tous mes gestes avaient des témoins,
si je ne voulais pas finir à nouveau exécuté pour pratique du vif. Le paquet n'était pas gros. Il était constitué d'une de mes chemises, tirée de mon vieux coffre à vêtements, brune, moelleuse, que j'avais toujours aimée. Paire de jambières, il renfermait un petit pot en terre, rempli de longs gants dont Buriche se servait pour soigner coupures et échymoses. Il y avait aussi une petite bourse en cuir avec 4 pièces d'argent à l'intérieur, et ornée d'un cerf que Buriche avait dessiné sur la piqûre du devant. Enfin, une solide ceinture de cuir. Je m'assis pour examiner le motif dont il l'avait décoré. Un cerf. Les andouillets baissés pour le combat, semblables à l'image que Vérité avait suggérée pour mon blason. Mais, sur la ceinture, il repoussait les attaques d'un loup. Le message était on ne peut plus clair. Je me vêtis devant le feu, plein d'un vague regret, et en même temps soulagé d'avoir manqué sa visite. Connaissant Buriche, il avait dû éprouver des sentiments similaires à monter la cabane et à me trouver absent. M'avait-il apporté ses habits présentables parce qu'il voulait me persuader de repartir avec lui, me souhaiter bonne chance? Je m'efforçais de ne pas me demander quelles étaient ses intentions, ni quelle avait été sa réaction devant la chaumière abandonnée. Habillé, je me sentis soudain beaucoup plus humain. J'approchai la bourse et mon couteau à la ceinture que je m'attachai autour de la taille. Je tirai une chaise devant le feu et m'y assis. Le regard dans les flammes, je me laissai enfin aller à repenser à mon rêve. Je sentis une étrange constriction dans la poitrine. Étais-je un lâche? Je n'en savais rien. Je me rendais à guet de négoce pour assassiner Royal. Un lâche se lancerait-il dans une telle entreprise? Peut-être, souffla mon esprit perfide. Peut-être si c'était plus facile que d'aller à la recherche de son roi. Je repoussai cette pensée. Elle revint aussitôt à l'attaque. Vouloir tuer Royal, était-il ce qu'il fallait faire, ou bien seulement ce que j'avais envie de faire? Pourquoi cela aurait-il une quelconque importance? Parce que cela en avait. Je ferais peut-être mieux de me mettre en quête de vérité. Mais il était futile de songer à tout cela tant que j'ignorais si Vérité était vivant. Si j'arrivais à l'artiser, le doute serait levé. Cependant, je n'avais pas été capable d'artiser de façon fiable. Galen y avait veillé avec une brutalité qui avait transformé mon puissant talent pour l'art en une faculté erratique et frustrante. Pouvait-on y porter remède? Il me fallait pouvoir artiser efficacement si je voulais atteindre la gorge de Royal, contre son clan. Je devais apprendre à maîtriser mon art. Mais pouvais-je me l'enseigner à moi-même? Comment se former une pratique dont on ignore toute la portée? Comment apprendre seul tout ce que la violence de Galen ne m'avait pas enseigné, qu'elle m'avait arraché? Tout le savoir que Vérité n'avait jamais eu le temps de me transmettre. C'était impossible. Je rechignais à penser à Vérité. Plus qu'autre chose, cela m'indiquait que je devais y penser. Vérité. Mon prince, mon roi, désormais lié à lui par le sang et l'art. J'avais fini par le connaître mieux qu'aucun autre homme. Être ouvert à l'art, m'avait-il expliqué, était simplement ne pas lui être fermé. Sa guerre d'art contre les pirates avait envahi toute sa vie, épuisé sa jeunesse et sa vitalité. Il n'avait jamais eu le temps de m'apprendre à maîtriser mon talent, mais il m'avait donné les leçons qu'il pouvait lors des rares moments libres dont il disposait. Sa force d'art était telle qu'en me touchant simplement de la main, il était capable de ne plus faire qu'un avec moi, des jours, voire des semaines durant. Et une fois, alors que je m'étais assis dans le fauteuil de mon prince, dans son bureau, devant sa table de travail, je l'avais artisé. J'avais sous les yeux ses instruments de cartographie et la petite pagaille personnelle de l'homme qui attendait de devenir roi. Ce jour-là, je pensais à lui. Je regrettais qu'il ne fût pas là pour guider son royaume. J'avais simplement tendu mon esprit vers lui et je l'avais artisé. Très facilement, sans préparation ni véritable intention. Aujourd'hui, je tentais de retrouver mon état d'esprit d'alors. Je ne disposais ni du bureau, ni du désordre de vérité pour me le remettre en mémoire. Mais, en fermant les yeux, je le voyais. Je pris une inspiration et m'efforçai d'évoquer son image. Vérité avait les épaules plus larges que moi, mais une taille moindre. Mon oncle avait en commun avec moi le regard et la chevelure sombre de la famille des loin-voyants. Mais il avait les yeux plus enfoncés que moi, et ses cheveux et sa barbe indisciplinée étaient striés de gris.
Quand j'étais enfant, c'était un homme bien musclé, solide, trapu, qui maniait l'épée avec autant d'aisance qu'une plume. Ces dernières années l'avaient ravagé. Il avait été forcé de passer trop de temps physiquement immobile pendant qu'il employait sa force d'art à défendre notre côte contre les pirates. Mais à mesure que ses muscles fondaient, son aura d'art avait cru au point que, devant lui, on avait l'impression de se tenir devant une fournaise. En sa présence, j'étais beaucoup plus conscient de son art que de son corps. Pour son odeur, je me rappelais le piquant des encres de couleur qu'il utilisait pour ses cartes, le parfum du véla fin et aussi l'ombre d'écorce elfique qui teintait souvent son haleine. Vérité, dis-je tout bas, et je sentis son nom se répéter en moi, répercuté par mes murailles. J'ouvris les yeux. Je ne pouvais sortir de moi-même si je ne baissais pas mes murailles. Visualiser vérité ne servirait à rien tant que je n'aurais pas ouvert un chemin de sortie à mon art et d'entrée au sien. Très bien, je n'étais pas très difficile. Il suffisait de me détendre, de regarder le feu et d'observer les petites étincelles qui montaient, portées par la chaleur. Les étincelles qui dansent, qui flottent, abaisser la vigilance. Oublier que Guillot a projeté son art contre ce mur et failli l'abattre. Oublier que seul ce mur m'a permis de conserver l'intimité de mon esprit pendant qu'on martelait ma chair. Oublier l'atroce sensation de viol quand Justin s'était frayé un chemin en moi. La façon dont Galen avait mutilé mon talent d'art le jour où il avait abusé de sa position de maître d'art pour contrôler mon esprit. Aussi nettement que si vérité se trouvait à côté de moi, j'entendis à nouveau mon prince. Galen t'a marqué. Tu as des murailles que je suis incapable de franchir. Et pourtant, je suis fort. Il faudrait que tu apprennes à les baisser. C'est difficile. Et ces mots dataient de plusieurs années, d'avant l'invasion de Justin, d'avant les attaques de Guillot. J'eus un sourire amer. Savaient-ils qu'ils avaient réussi à me dépouiller de mon art? Non, ils n'y avaient même sûrement pas pensé. Quelqu'un devrait le noter dans les archives. Un roi pourrait un jour trouver commode de savoir qu'en blessant assez gravement un artiseur à l'aide de l'art, peut l'enfermer dans une zone au fond de lui-même et l'y rendre impuissant. Vérité n'avait jamais eu le temps de m'enseigner à baisser mes défenses. Ironiquement, il avait réussi à me montrer comment les renforcer. Au contraire, afin de pouvoir lui cacher mes pensées intimes, quand je ne voulais pas les lui faire partager. Et peut-être avais-je été trop bon élève. Aurais-je un jour le temps de le désapprendre? Le temps, pas le temps, intervint Eudenue d'un ton là. Les hommes ont inventé le temps pour mieux se casser la tête. Tu y penses tant que j'en ai le vertige. Pourquoi suivre ces vieilles pistes? Cherche-en une nouvelle, de laquelle tu trouveras peut-être de la viande. Si tu veux du gibier, chasse-le, c'est tout. Tu ne peux pas dire chasser prend trop de temps, je désire seulement manger. C'est tout. Chasser, c'est commencer à manger. Tu ne comprends pas, répondis-je. Il n'y a qu'un certain nombre d'heures par jour et qu'un certain nombre de jours pendant lesquels je puis faire ce que je veux faire. Pourquoi découper ton existence en petits bouts et donner des noms aux petits bouts? Heure, jour, c'est comme un lapin. Si je tue un lapin, je mange un lapin. Un grognement endormi et dédaigneux. Toi, quand tu as un lapin, tu le découpes en morceaux et tu l'appelles os, viande, fourrure et entrailles. Et alors, tu n'en as jamais assez. Que me conseilles-tu donc, ô grand sage? De cesser de gémir et de faire ce que tu veux faire, que je puisse enfin dormir. Me donna un petit coup mental, comme un coup de coude dans les côtes. On se sent un peu serré contre un compagnon de taverne. Je pris soudain conscience de l'intimité que j'avais imposée à notre contact. Ces dernières semaines, il avait été un temps où je lui reprochais d'être toujours dans ma tête. Je ne voulais pas de sa présence quand j'étais avec Molly, et je m'étais efforcé de lui expliquer que ces moments-là m'appartenaient à moi seul. Par sa réaction, je me rendais maintenant compte que je m'étais collé à lui autant que lui à moi quand il était petit. Je résistais fermement à l'impulsion de me raccrocher davantage à lui, et, me rasseyant, je plongeais le regard dans les flammes. J'abaissai mes murs, puis restai un moment sans bouger, la bouche sèche dans l'attente d'une attaque. Comme rien ne se produisait, je réfléchis soigneusement et baissai à nouveau mes murailles. Il me croyait mort.
n'allais donc pas demeurer à l'affût d'un mort. Pourtant, ouvrir mes défenses me mettait encore mal à l'aise. J'aurais eu moins de mal à m'empêcher de loucher sur l'eau par une journée ensoleillée, ou de ne pas broncher devant un coup qui m'arrivait en pleine face. Mais j'y parvins finalement, et je sentis l'art s'écouler tout autour de moi, me contourner comme si j'étais un rocher dans le courant d'une rivière. Il me suffisait d'y plonger pour trouver vérité, ou Guillot, Ronce, ou Carode. Un frisson d'angoisse me prit, et le fleuve s'éloigna. Je bandai ma volonté pour m'en rapprocher à nouveau. Je passai un long moment à hésiter au bord, à rassembler mon courage pour m'y jeter. Avec l'art, pas question de tâter l'eau. Bien on est dedans, bien on est dehors. Je sautais. Je sautais et aussitôt je me mis à tournoyer, à faire la culbute, et je me sentis m'effilocher comme un bout de corde pourrie. Des lambeaux de moi-même s'en allaient dans le courant. Toutes les couches qui faisaient de moi ce que j'étais, souvenirs, émotions, pensées profondes qui me fondaient, éclairs de poésie qui touchent plus que l'intelligence, visions erratiques de journées ordinaires. Tout cela partait en charpie. Comme c'était bon. Je n'avais qu'à me laisser aller. Mais ça aurait été donner raison à Galène sur mon compte. Vérité? Il n'y eut pas de réponse. Rien. N'était pas là. Je me retirai en moi et concentrai tout ce que j'étais autour de mon esprit. Je m'aperçus alors que j'y arrivais. J'étais capable de me tenir dans le courant de l'art tout en conservant mon identité. Pourquoi avais-je toujours eu tant de mal auparavant? Je mis cette question de côté pour songer au pire, et le pire était que, quelques mois plus tôt, Vérité était vivant et que je lui avais parlé. Dis-leur que Vérité est vivant, c'est tout. J'avais obéi, mais il n'avait pas compris, et nul n'avait réagi. Pourtant, qu'était-ce ce message, sinon un appel à l'aide? Un appel à l'aide de mon roi auquel personne n'avait répondu. Cette idée me parut brusquement insupportable, et le cri d'art qui m'échappa me donna l'impression que ma vie elle-même se tendait hors de ma poitrine. Vérité! Chevalerie? À peine un murmure qui avait effleuré ma conscience, léger comme une mouche qui se cogne contre le rideau d'une fenêtre. Et ce fut mon tour de me précipiter, de saisir et d'affermir. Je me jetai à sa rencontre et le trouvai. Sa présence vacillait comme la flamme d'une bougie qui se noie dans sa propre cire fondue. Il allait bientôt s'éteindre. Mille questions se pressaient sur mes lèvres, mais je ne posais que la plus importante. Vérité, pouvez-vous puiser dans ma force sans me toucher? Fitz? L'interrogation était encore plus faible, plus hésitante. J'ai cru que Chevalerie était revenu. Il vacillait au bord de l'obscurité, pour me débarrasser de ce fardeau. Vérité, écoutez-moi, réfléchissez. Pouvez-vous puiser dans ma force? En êtes-vous capable? Je ne je ne peux pas t'atteindre, Fitz. Je me rappelais Subtil, qui avait emprunté ma force pour artiser un dernier adieu à son fils, et Justin et Sereine, qui l'avait tué en le vidant de son énergie, la façon dont il était mort, telle une bulle de savon qui éclate, une étincelle qui disparaît soudain. Vérité! Je me ruais sur lui, l'enveloppais en moi, l'affermis comme il l'avait si souvent fait lors de nos contacts par l'art. Prenez en moi, ordonnai-je en m'ouvrant à lui. Je me forçais à croire en la réalité de sa main sur mon épaule, essayant de me rappeler ce que je ressentais quand lui, subtil, puisait dans ma force. La flamme, qui était vérité, bondit tout d'un coup, puis se mit à brûler d'un éclat vif, limpide et régulier. Ça suffit, me dit-il, puis, plus fermement. Prends garde, mon garçon. Non, je vais bien, je peux y arriver, assurai-je en continuant de lui envoyer mon énergie. Assez, fit-il en s'écartant de moi. Ce fut presque comme si nous étions chacun reculés d'un pas pour nous dévisager. Je ne voyais pas son corps, mais je percevais la terrible lassitude qui le tenaillait. Ce n'était pas la saine fatigue qui vient à la fin d'une journée de labeur, mais celle plus profonde, d'une longue suite de jours épuisants, sans jamais assez à manger, ni assez de repos. Je lui avais rendu l'énergie, mais non la santé. Et il consumerait rapidement la vitalité qu'il m'avait empruntée, car ce n'était pas plus de la vraie force que les corps elfiques ne remplacent un repas copieux. Où êtes-vous? Demandai-je. Dans les montagnes, répondit-il à contre-cœur, en ajoutant. En dire plus serait risqué.
Nous ne devrions même pas artiser du tout. Certaines oreilles seraient trop heureuses de surprendre notre conversation. Mais il n'interrompit pas notre contact, et je compris qu'il mourait d'envie de poser des questions autant que moi. Je ne sentais pas d'autre présence que les deux nôtres, mais au cas où nous espionneraient, je n'étais pas certain de m'en rendre compte. Pendant un long moment, notre échange ne fut que simple conscience de l'autre. Puis, d'un ton sévère, Vérité me mit en garde. Tu dois faire plus attention, tu vas t'attirer des ennuis. Mais t'entendre me rend courage. Il y avait longtemps que je n'avais plus le contact d'un ami. Alors, cela vaut que je prenne tous les risques. J'hésitais, mais je ne pouvais garder ma pensée pour moi-même. Mon roi, il y a quelque chose que je dois faire, mais quand j'en aurai terminé, je vous rejoindrai. Je perçus un sentiment qui émanait de lui, une gratitude d'une intensité mortifiante. J'espère que je serai encore là quand tu arriveras. Puis, plus brusquement, ne prononce aucun nom, et n'artise que si c'est indispensable. Enfin, plus doucement, fais attention à toi, mon garçon. Fais très attention. Ils sont sans pitié. Et il disparut. Il avait coupé le contact d'art d'un seul coup. Où qu'il fût, je souhaitais qu'il pût se servir de la force que je lui avais prêtée pour trouver à manger, ou un abri pour se reposer. Car j'avais senti qu'il vivait comme une bête traquée, toujours aux aguets, toujours affamé, comme une proie à l'instar de moi. Et autre chose aussi. Blessure, de la fièvre. Je me laissais aller contre le dossier de ma chaise, agité d'un léger tremblement. Je me gardais bien de me lever. Le simple fait d'artiser m'épuisait. Or, je m'étais ouvert à Vérité pour lui donner de mon énergie. Dans quelques instants, quand le tremblement s'apaiserait, je me ferais de la tisane d'écorce elfique. Je me restaurerais. Pour le moment, je préférais rester assis, les yeux dans les flammes, les pensées tournées vers Vérité. Il avait quitté Castelcerre l'automne précédent. Cela me semblait une éternité. À son départ, le roi subtil était encore vivant, et son épouse, Tétriken, attendait un enfant. Il s'était donné une mission. Les pirates rouges venus des îles d'outre-mer assaillaient nos côtes depuis 3 ans, et tous nos efforts pour les chasser avaient échoué. Aussi, Vérité, roi servant du trône des Six-Duchés, avait-il décidé de se rendre dans les montagnes pour y chercher nos alliés quasi légendaires, les anciens. Selon la tradition des générations plus tôt, le roi Sagesse les avait trouvés, et ils avaient aidé les Six-Duchés à repousser des pirates. Ils avaient alors promis de revenir si jamais nous avions besoin d'eux. Vérité avait donc quitté trône, épouse et royaume pour se mettre en quête d'eux et leur rappeler leurs promesses. Il laissait derrière lui son vieux père, le roi subtil, ainsi que son jeune frère, le prince royal. À peine eut-il tourné les talons que Royal se mit à manœuvrer contre lui. Il courtisa les ducs de l'intérieur et négligea les besoins des duchés côtiers. Je le soupçonnais aussi d'être à l'origine des rumeurs moqueuses sur l'entreprise de son frère, dépeignait Vérité sous les traits d'un irresponsable, sinon d'un dément. Le clan d'artiseurs qui aurait dû être fidèle à Vérité avait été depuis longtemps circonvenu et travaillait pour Royal, qui s'en servit pour annoncer la mort de Vérité alors qu'il faisait route pour les montagnes. Après quoi, il se proclama roi servant. Son emprise sur le roi subtil, souffrant et âgé, devint absolue, et il annonça son intention de déplacer sa cour dans l'intérieur en abandonnant peu ou prou Castelcerre à la merci des pirates rouges. Quand il déclara que le roi subtil et la reine Kétriken devaient l'accompagner, Imbre jugea qu'il était temps d'agir, car nous savions que Royal ne permettrait ni à l'un ni à l'autre de se dresser entre le trône et lui. Projetâmes donc de les aider à s'enfuir tous les deux le soir même où ils devaient se proclamer roi servant. Rien ne se déroula comme prévu. Les ducs de la côte étaient à 2 doigts de se soulever contre Royal. Ils avaient tenté de me rallier à leur rébellion. J'avais accepté de soutenir leur cause dans l'espoir de conserver Castelcerre comme position de pouvoir pour Vérité. Avant que nous puissions enlever le roi, 2 des membres du clan l'assassinèrent. Seul Kétriken parvint à se sauver, et bien qu'ayant réussi à tuer les meurtriers du roi subtil, je fus fait prisonnier, torturé et convaincu d'usage de la magie du vif. Dame Patience, épouse de mon père,
intercéda en ma faveur, mais en vain. Si Buriche ne m'avait pas fourni discrètement du poison, j'aurais fini pendu au-dessus de l'eau, puis incinéré. Mais, grâce au produit, mon organisme avait parfaitement simulé la mort. Et tandis que mon âme allait rejoindre Œil de Nuit et cohabiter avec lui dans son corps, Patience avait récupéré mon cadavre dans ma cellule et l'avait enterré. Puis, sans qu'elle en sût rien, Buriche et Imbre m'avaient exhumé dès que l'opération n'avait plus présenté de risque. Je battis des paupières et détournai le regard des flammes. Le feu se mourait, telle était mon existence à présent, en cendres derrière moi. Inutile de chercher à reconquérir la femme que j'avais aimée. Molly me croyait mort. Mon usage du vif lui inspirait sans doute le plus grand dégoût, et, quoi qu'il en fût, elle m'avait quitté plusieurs jours avant que le reste de ma vie tombe en ruine. Je la connaissais depuis notre enfance. Nous avions joué ensemble dans les rues et sur les quais de Bourg-de-Castelcerre. Elle m'appelait à l'époque le Nouveau, en ne voyant en moi qu'un des enfants du château, un garçon d'écurie, l'aide d'un scribe. Elle était tombée amoureuse de moi avant de savoir que j'étais le bâtard, le fils illégitime qui avait forcé Chevalerie à refuser le trône. Lorsqu'elle l'avait appris, j'avais bien failli la perdre, mais je l'avais convaincue de me faire confiance, d'avoir foi en moi, et nous nous étions accrochés l'un à l'autre pendant presque une année, en dépit de tous les obstacles. De temps en temps, j'avais dû faire passer mon devoir envers le roi avant nos propres désirs. Le roi ne m'avait pas donné la permission de me marier, et elle l'avait accepté. Il m'avait promis à une autre femme, et même cela, elle l'avait supporté. On l'avait menacée, traitée de putain de bâtard, et j'avais été incapable de la défendre. Pourtant, elle était restée inébranlable, jusqu'au jour où elle m'avait appris sans détour qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, quelqu'un qu'elle pouvait aimer et placer au-dessus de tout le reste. Comme je le faisais avec mon roi, elle m'avait quitté. Je ne pouvais rien lui reprocher, je ne pouvais que la pleurer. Je fermais les yeux. J'étais fatigué, presque épuisé. Vérité m'avait recommandé de ne plus artiser, sauf en cas d'urgence. Mais tenter d'entrevoir Molly ne ferait sûrement de mal à personne. Apercevoir un instant. M'assurer que tout allait bien. D'ailleurs, je n'arriverais sans doute à rien. Quel mal y aurait-il à essayer? Rien qu'un petit moment. Ça aurait dû être facile. Je n'avais aucune difficulté à tout me rappeler d'elle. J'avais si souvent respiré son parfum, mélange de l'odeur des herbes qu'elle utilisait pour ses chandelles et de la chaleur de sa peau douce. Je savais toutes les nuances de sa voix, de son rire grave. Je revoyais la ligne précieuse de sa mâchoire, sa manière de dresser, le menton quand je l'agaçais. Je connaissais la texture lustrée de sa somptueuse chevelure châtaigne, le regard perçant de ses yeux sombres. Elle avait une façon de me prendre le visage entre les mains et de me tenir fermement tout en m'embrassant. Je portais les miennes à mes joues, comme si j'avais pu y trouver ses doigts, les saisir et les garder pour toujours. Mais c'est la cicatrice d'une blessure que je sentis. Bêtement, les larmes me montèrent aux yeux. Je sciai plusieurs fois pour m'en débarrasser, et les flamèches du feu se brouillèrent un instant. J'étais fatigué, trop fatigué pour chercher Molly à l'aide de l'art. Mieux valait essayer de dormir. Je m'efforçais de repousser les émotions trop humaines qui bouillonnaient en moi. Pourtant, tel était le sort que je m'étais choisi en prenant la décision d'être humain. Peut-être aurais-je dû rester loup. Un animal n'était assurément pas obligé d'éprouver ses sentiments. Non loin, un loup leva le museau et lança soudain vers le ciel un long hurlement qui transperça la nuit de sa solitude et de son désespoir.